bienvenue à tous à cette belle journée enneigée pour le mardi scientifique. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Dr Nadia Abdessettar. Donc, Dr Abdessettar pratique en tant que psychiatre au sein du CIUS du Nord de l'île de Montréal depuis juillet 2023. Elle a complété sa formation médicale et postdoctorale à l'Université de Montréal. Elle finit actuellement une maîtrise en sciences biomédicales, l'option sciences psychiatriques, portant sur l'exploration du vécu discriminatoire chez la jeune femme musulmane au Québec. Elle nous présente aujourd'hui les résultats préliminaires, ce qui risque d'être fort intéressant. Alors, je laisse la parole à Dr Abdessettar. Merci de cette introduction. Oui, bonjour. Cette fois-ci, c'est moi qui vous présente quelque chose. Peut-être avant de commencer, j'aimerais juste faire une mise en garde. Il est possible que vous soyez, que certains sujets vous confrontent, euh, mais sachez que c'est des éléments qui ont été rapportés, donc c'est une étude qualitative. Donc, sur ce, je commence. Donc, l'exploration du vécu discriminatoire de la jeune femme musulmane au Québec. Vous me connaissez déjà, mais si ce n'est pas le cas, ben, c'est Nadia Abdessettar. Donc, une petite mise en contexte pour commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que plusieurs phénomènes physiologiques sont associés directement aux diverses formes de stigmatisation comme le racisme. Malheureusement, on le sait, en réponse au stress, nous avons plusieurs mécanismes qui vont être activés. Selon la théorie de la charge allostatique, lorsque ces systèmes sont surstimulés, eh bien, il va falloir payer un prix. Et le prix, c'est malheureusement, ça peut être de l'ordre de maladies chroniques sur de longues périodes de temps. Le mécanisme en tant que tel est mal compris. Cependant, nous dirigeons un peu plus vers l'hypothèse de l'axe hypothalamo-hypophysaire ou encore un profil pro-inflammatoire qui, en fait, pourrait engendrer des modifications au niveau des structures cérébrales, également au niveau des activités neuronales. Ça va mener à une sensibilisation du fameux système dopaminergique mésolimbique qu'on connaît très bien en psychiatrie. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'à l'imagerie, l'identification de ces régions sont en fait en réponse au rejet social et en réponse en fait à la douleur. Suite à ça, j'aimerais vous parler également de l'expérience chronique de défaite sociale qu'on connaît en psychiatrie, qui avait d'abord été mis de l'avant par Selton en 2005. Ce que c'est en fait la défaite sociale, c'est l'exclusion chronique par le groupe majoritaire du groupe minoritaire. Et donc, cet élément-là, à force, peut augmenter en fait la détresse, on le comprend, mais également le risque de troubles psychiatriques. Et ça, malheureusement, c'est vrai pour la première et la deuxième génération. Et donc, quand on pense aux deuxièmes générations, on peut penser à moi, mais on peut penser également à la jeunesse. Et la jeunesse, en fait, on pense à toute la construction de son identité. Mettez-vous un petit peu quelques années en arrière. L'identité, on le sait, c'est évolutif, c'est individuel, c'est collectif. J'aime beaucoup la définition de l'identité, en fait, ethnique et ou culturelle de Fini en 1990, qui parlait en fait d'une identité ethnique comme étant le sentiment d'appartenance d'une personne à un groupe ethnique et aux conceptions et sentiments résultant de cette appartenance. Il est à noter également que les troubles mentaux émergent avant l'âge de 26 ans. Et j'ajouterais à tout ça, donc vous mettez ça tout dans le même petit panier, les individus issus de la deuxième génération d'immigration décrivent davantage de discrimination perçue que leurs parents. Et là, je vous entends déjà peut-être dire, mais pourquoi? En fait, ce qu'on comprend, c'est que, étant donné que la discrimination perçue commence de façon un petit peu plus tôt dans la vie, donc dans tout ce qui est la construction de l'identité, mais également le contact. Les contacts sont beaucoup plus fréquents pour avoir de la discrimination. Et également, on se rend compte que des personnes issues de la deuxième génération souhaitent également les mêmes choses que leurs homologues non issus de l'immigration, si bien que ça vient à confronter certaines fois. Et donc, ça m'amène à vous parler des fameuses communautés minoritaires
qui semblent, de ce que je comprends vous dire, davantage ostracisées. Parmi celles-ci, on retrouve les communautés musulmanes. Les communautés musulmanes sont relativement récentes au Canada. Donc, les premiers musulmans, 1870. La première mosquée à Montréal, au Québec, excusez-moi, au Québec en 1964. J'ai parlé des communautés musulmanes pour dire qu'elles sont plurielles et complexes parce que ce qui est souvent biaisé, c'est de dire la communauté, alors que c'est des communautés musulmanes. Et parmi ces communautés musulmanes au Québec, l'une des plus importantes en nombre, c'est la communauté maghrébine, en particulier la communauté algérienne. Et quoi de mieux que d'aborder en fait ces relations, les relations avec les communautés musulmanes, le Québec et le Canada. Le Québec, société distincte, on le sait. Le Québec est dans une situation un peu étrange dans le sens où c'est pas comme la France. Il y a ce rapport colonisé-colonisateur dans l'océan du Canada. Et donc, comme dans le rapport de Bouchard-Taylor, la vague d'immigration a fait apparaître une certaine angoisse identitaire quand on a vu apparaître plusieurs immigrants qui venaient d'ailleurs. Et donc, si on couple également à ça plusieurs événements comme le 11 septembre 2001, la fameuse loi 21 qu'on va discuter aujourd'hui, les accommodements raisonnables, la tuerie à la mosquée de Québec, et pour finir, la montée inquiétante de l'islamophobie, on se rend compte que avec ces événements, avec ces relations, il est assez étonnant qu'il y a très peu d'études sur le bien-être psychologique de cette population. Et bon, la femme musulmane est au cœur de tout ça car il y a énormément de stéréotypes. C'est une source de débat continu. Et c'est un très grand symbole, en fait, d'intersectionnalité. On parle quand même d'un croisement de plusieurs rapports sociaux qu'elle représente. Et donc, ça m'amène en fait à vous parler en fait de pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ce projet. Euh, la femme musulmane, il y a très peu de littérature au Québec sur elle. Et je ferai parler ma première participante, Farida, qui est un nom fictif, bien entendu. Vous comprendrez également que tous les noms, en fait, fictifs que vous allez voir sont basés, en fait, sur des personnes que je connais, qui sont très importantes pour moi. Donc, pour revenir, en fait, à ce qui m'a poussé à faire ce projet, Farida l'explique très bien. On parle souvent d'elle, pour elle, mais il est rare qu'on lui parle à elle. Donc, aujourd'hui, nous allons lui parler à elle. L'objectif, en fait, de mon projet, c'était d'explorer le rôle de la discrimination perçue, je m'excuse, je vois mal, sur la détresse psychologique de jeunes musulmanes âgées de 18 à 30 ans. La méthode, c'est une étude qualitative, pardon, qui est basée sur une méthode artistique. C'était ce qu'on appelle un autoportrait situé, où j'ai donné en fait des revues de toutes sortes d'horizons. Et en fait, il était question de utiliser le collage comme méthode artistique. Comme ça, c'est beaucoup moins confrontant si on ne pense pas qu'on a des qualités artistiques notamment. Et en fait, la première partie était de faire une méthode, de faire un autoportrait situé en essayant justement de représenter à travers ces collages une partie de nous-mêmes ou notre partie de nous-mêmes. Ça prend, je leur donnais 45 minutes. Au début, on me disait souvent, ça ne va pas prendre plus que 10 minutes. Souvent, on prenait le 45 minutes. Et l'autre 45 minutes à 1 heure, c'était vraiment des entrevues individuelles semi-structurées avec euh, quelques questions en lien avec la méthode artistique, mais rien qui pouvait, je n'évaluais pas du tout le médium. Ensuite, l'analyse est une approche qualitative descriptive qui a utilisé une analyse thématique. Pardon. Les critères d'inclusion, il y en avait 3. Donc, il faut que la femme se présente comme femme, soit âgée entre 18 à 30 ans, qu'elle soit d'origine musulmane de deuxième génération, et donc, qui est notamment, qui est née ici, et finalement, qui
qui était en mesure, bien évidemment, de s'exprimer en français. Une compensation de 30 avait été offerte à ce moment-là. Les entrevues ont été faites entre fin octobre 2023 et début janvier 2024. Et pour ceux qui sont, disons, qui regardent les petits détails, la petite photo à côté n'est pas pour rien, car je voulais également souligner en fait que dans la foulée, il y a eu également tout, en fait, ce qui se passait en Palestine venait de commencer. Et vous allez le voir à travers le premier autoportrait. Bien entendu, toutes les participantes étaient d'accord pour que je présente leur autoportrait. Euh, donc, vous pouvez rapidement regarder. Vu que je pense que je vais manquer de temps, je vais aller à l'autre diapo. La population étudiée, donc finalement, j'ai pu parler à 9 femmes merveilleuses se disant de confession musulmane, âgées entre 19 à 28 ans. Le niveau de scolarité est élevé et ça, j'ai pas eu la chance de vous le dire dans la mise en contexte, mais Statistique Canada nous écrit très bien. Les enfants issus, les enfants d'immigrants en général sont davantage susceptibles de compléter un diplôme postsecondaire que leur homologue non issu de l'immigration. Donc, c'est peu étonnant. C'est peu étonnant. Donc, tous les noms, comme je le disais, utilisés sont fictifs. Également, très important de vous mentionner l'équation intellectuelle de la chercheure. Donc, moi, je suis une femme musulmane. Je suis née au Québec. J'ai grandi à Montréal. Mes deux parents sont algériens de première génération et je suis médecin psychiatre. J'ai pas été la seule impliquée dans le cadre de l'analyse de cette étude. J'ai été supervisée par 2 autres femmes, dont une issue de l'immigration également. Également, disons, le tiers externe est un homme d'origine haïtienne qui a pu m'aider à faire l'analyse. Donc, voici un autre autoportrait. Pour parler du vif du sujet, donc les résultats préliminaires, ça c'est disons, une petite diapo pour vous mettre un peu, vous donner un peu la table là, pour le reste pour le reste de la présentation. J'aimerais que vous gardiez en tête l'image du prisme. Euh, Sans pour autant dire, étant donné que c'est une étude qualitative, donc je ne peux pas parler de lien nécessairement entre les divers thèmes, direct ou indirect, peu importe, mais j'aimerais que vous gardiez l'image du prisme. Le prisme étant le processus identitaire qui est un des thèmes principaux. Donc, pour commencer, le premier thème, l'impact de la discrimination perçue. Et Sarah l'aborde bien. De base, personne ne va vivre la même expérience, mais je pense qu'un gros facteur, c'est que justement, je ne porte pas le voile. Peut-être que j'ai un accent aussi. Bon, là, maintenant, il paraît peut-être moins, mais si je parlais avec des Québécois, tu pourrais fermer les yeux, tu ne vas jamais croire que je suis une Arabe. Je pense que dans cet élément, de cette citation-là, ce qui est intéressant de voir, c'est que, puis c'est quelque chose qui revient, euh, le fait de porter un hijab peut porter préjudice selon les participantes. Le fait également de ne pas avoir un accent peut porter préjudice et l'apparence physique, bien entendu. Parce que pour Sarah, euh, pour elle, son apparence fait en sorte que les personnes autour d'elle pourraient la décrire comme étant arabe. Donc, ça m'amène à vous parler du premier sous-thème, victime secondaire. Pourquoi je parle de victime secondaire? C'est que je me suis rendu compte, en fait, que pour les femmes, en fait, parce que j'avais 9 femmes, et sur ces 9 femmes, il y en avait juste 3 qui portaient un signe religieux apparent, donc les 6 autres, non. Et ce qui était systématique, c'est qu'on parlait beaucoup euh, des traumas qui ont été perpétués à la mère ou au père. Et donc, la discrimination qui était perçue à travers tout ça. Pour Selma, donc elle parle de sa mère. Par exemple, quand j'allais magasiner ou faire les courses avec elle, sa mère, quand quelqu'un lui a dit retourne dans ton pays, après elle lui a dit ça fait 30 ans que je suis là.
Donc, je veux dire, ça m'a toujours fait de la peine parce que même après 30 ans, qu'elle soit là, 30 ans qu'elle nous a laissé sa vie derrière elle pour nous, elle est toujours pas québécoise. Donc, on peut sentir quand même euh, le côté émotif dans tout ça parce que pour elle, c'est sa mère. Euh, et elle n'est toujours pas acceptée. Ensuite, j'ajouterais le deuxième sous-thème, les microagressions. Les microagressions, je pense que Farida le décrit très bien comme la description un peu usuelle. Quand c'est tu viens d'où et ça vient d'une personne blanche, c'est vraiment différent. C'est pas juste la discussion de tu viens de quel pays en Afrique, c'est vraiment comme tu viens pas d'ici. Et je pense que c'est là où les microagressions prennent tout leur sens, parce que j'avais des femmes qui portent un signe religieux qui vont me dire, on m'a déjà dit, je veux pas être raciste, mais t'as-tu chaud avec ça en parlant de la hijab? Puis pour elle, c'était pas nécessairement perçu comme quelque chose qui était malveillant. C'était plus dit de façon maladroite. Donc, tout est dans la subtilité, tout est dans également la personne qui reçoit le commentaire. Également, je dirais que donc si je continue, le troisième sous-thème, l'islamophobie. Euh, j'ai eu en fait la chance de parler à Malika, qui est en fait une étudiante en enseignement qui porte un signe religieux. Donc, vous comprendrez qu'elle avait beaucoup à me dire par rapport à la loi 21, puis également tout ce dont elle a traversé. Elle nomme notamment avoir été tombée sur des superviseurs qu'elle estime racistes. La superviseure s'est vraiment acharnée sur moi pendant tout le long du stage. Elle continue. Il n'a pas su que je portais le voile jusqu'à la première supervision et ça a été un choc pour lui parce qu'une fois qu'il m'a vu, il a cherché à savoir si j'ai le droit de faire le stage alors que j'ai le droit. Et pour ce qui est de l'islamophobie, j'aimerais également ajouter un point. Euh, c'est assez particulier parce que plusieurs des participantes étaient à peine âgées de 5 ans lorsque le 11 septembre 2001 est survenu. Et elles n'ont pas nécessairement le même rapport avec le 11 septembre que disons, des femmes musulmanes un petit peu plus âgées. Et donc, c'est quand même la perception, c'est remarquable parce que, bon, Malika l'a pas nommé, mais c'est nommé également quand on parle d'islamophobie. On parle souvent du fameux 11 septembre qui a pu avoir un impact très grand, même si elles ne l'ont pas vécu de façon, je dirais, euh, très rapprochée dans le temps. Encore pour l'islamophobie, Sherifa, c'est une personne qui fait un sport de haut niveau et malheureusement, à quelques reprises, elle m'a fait part de certains commentaires de ses coachs qui lui ont dit notamment, alors qu'elle s'en allait dans un pays, je pense, musulman pour faire une compétition, ah, t'en profiteras pour te trouver un mari comme t'attends le mariage. Donc, c'est assez, ça- je pense que le terme est assez direct. Euh, pour le deuxième thème principal, la perception du monde extérieur. Euh, Théséry, je pense, dit un peu tout haut ce que les autres également ont dit, mais je pense qu'en termes de société, je pense que ce qui est véhiculé, donc elle dit, il y a aussi des petits stéréotypes. Par exemple, les femmes musulmanes, elles sont faibles ou elles sont dépendantes. Et je dois dire que qui est assez présent, puis si je continue, en fait, Yasmine également va le dire, elle est donc bien oppressée, on doit la sauver. Donc, il y a toujours cet aspect de oppression et on doit la sauver qui semble revenir dans ce qui est véhiculé pour les participantes. Un des premiers sous-thèmes dans la perception du monde extérieur, c'est le côté individuel. Puis ça, je voulais en fait décrire comment, au plan individuel, il y avait une perception du monde extérieur. Si on prend ce que Yasmine nous dit ici,
Euh, Parce qu'en fait, elle a dit de façon très touchante, je ne vous ai pas mis malheureusement toute la citation. Par contre, elle parle en fait du choix. Sa mère ne porte pas le hijab, mais elle a décidé de le porter à l'âge de 16 ans. Et ça a eu un impact sur elle parce que, elle le dit, donc une de ses peurs, c'était le rejet. Le rejet qu'elle n'était pas une femme accomplie, même au contraire. Et je vais juste m'arrêter là dans la citation pour décrire un peu pour une population où des préjugés, des stéréotypes sont véhiculés comme étant oppressés ou faibles ou dépendantes. C'est quand même assez important de souligner que pour ces femmes-là, c'est quand même important d'être accomplies, puis au contraire, de pouvoir le mettre de l'avant. Et là, si je continue dans ce que Yasmine nous dit, ça fait en sorte que de porter le hijab, c'est d'assumer ses choix et c'est quelque chose que les gens peuvent reconnaître comme étant quelque chose de tout à fait admirable. Donc, par rapport à la perception que j'ai de moi-même, c'est plus que j'ai l'impression que j'en suis vraiment surconsciente de porter un hijab. Elle continue. Les gens portent des jugements sur moi. En fait, les questions, ça ne me dérange pas. C'est le mépris, l'esprit de supériorité. Donc, tout cet aspect de surconscience, euh, c'est quelque chose d'intéressant, encore une fois. Donc, l'apparence, les regards sur nous, mais également de réagir de façon à être très consciente de ça, de ce qu'on peut projeter. Encore une fois, du côté individuel, pour Malika, qui est encore une fois une femme qui porte un signe religieux, elle présente les deux côtés de la médaille. Parce qu'il y a un côté positif au fait de porter le voile dehors. Elle a plus de respect des gens. Elle dira même que c'est plus, en fait, galant. Les gens seraient plus galants pour elle, par rapport à elle. Mais au fond d'elle-même, en fait, ce qu'elle veut, c'est elle veut être perçue comme elle. Elle veut être comme tout le monde. Elle ajoute, je n'aime pas être le centre de l'attention tout le temps. Ça m'arrive très souvent en ce moment. Par exemple, là, je suis revenue aux études. Ça a été beaucoup, là, je m'excuse, là. Cette année, je suis revenue aux études et pour la première fois, je rentre dans une cohorte à l'université. Euh, Puis elle rapporte en fait qu'il y avait plus de filles, plus de filles qui portaient un hijab qu'il y avait avant. Et là, elle est la seule en fait. Donc, il y a ces deux côtés. Encore du côté individuel, elle va renchérir par le côté religieux, c'est la première chose. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'arrête qu'à ça. En fait, que même le côté plus liberté ne ressort pas du tout. J'ai l'impression que c'est même contradictoire pour certaines personnes. Et je crois qu'elle a exprimé très bien le vécu qui semble résonner chez les autres participantes qui portaient un signe religieux. Le troisième sous-thème qui va être apporté par Amina, c'est la manière dont c'est véhiculé sur les médias, donc l'aspect, la femme musulmane. Parce que parfois, ils vont faire venir des spécialistes qui sont biaisés en quelque sorte et qui ne savent pas trop de quoi ils parlent. Selma va ajouter, j'ai l'impression qu'on dirait que c'est pas normal cette religion, pas de la façon que c'est dépeint par les médias. En fait, c'est par le bourrage de crâne. Au-delà des plateaux de télévision, euh, Yasmine aborde quand même quelque chose d'important au niveau de la représentation des musulmans dans les médias. C'est pas très fort. Puis en fait, dans cette citation, elle aborde notamment le fait qu'elle est dans une famille musulmane qui est algérienne au Québec, mais qu'elle n'arrive pas à être représentée dans les séries de télé ou les médias québécois. Ah, également, le gouvernement. Oui, j'allais l'oublier, mais je pense que c'est comme un acte manqué. Le gouvernement, donc Dieu sait que le gouvernement en est pour quelque chose actuellement pour la perception de ces femmes-là. Euh, donc, Sarah le décrit très bien. Puis, je décris très bien, surtout en lien avec les autres citations que j'ai pu avoir, et j'ai juste pris celle-là. Euh, Puis, je pense que l'islamophobie a vraiment commencé à grandir de ce que j'ai compris depuis le 11 septembre. C'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment réalisé, que j'ai réalisé récemment. C'est-à-dire, l'islam fait peur. Il ne veut pas nous laisser nous exprimer par peur qu'ils inventent des choses et qu'ils vont créer des lois. Je veux dire, François Legault, la première chose qu'il fait, c'est la loi 21. Ça en dit beaucoup. C'est la première. Il est arrivé, il a été élu, puis là,
Après, il a dit les signes religieux sont interdits au public, c'est le voile parce que les autres, on peut le cacher. Malika renchérit. Et puis, depuis le gouvernement, la CAQ, moi, je ne vois plus vraiment de personnes qui nous représentent. Et si le but de l'émancipation de la femme, si c'est le but et l'émancipation de la femme, pardon, je trouve qu'on est à contresens. Pas mal parce que l'émancipation passe par le travail, passe par le salaire et enlever et empêcher une femme de devenir enseignante, par exemple. Dans mon cas, c'est finalement, c'est soit faire d'autres études, soit vivre sous l'argent de son mari, par exemple de son conjoint, ou si elle n'en a pas, c'est de la mettre dans des situations peut-être précaires. Ça m'amène à vous amener au prochain thème, puis je m'excuse si ça s'en va en rafale, c'est parce que j'ai beaucoup de matériel, puis je veux avoir un certain temps pour discuter avec vous. La différence ressentie en jeune âge. Euh, je vous rappelle que c'est des femmes qui ont grandi au Québec, qui sont nées pour la plupart à Montréal, si je me rappelle bien. Donc, ce qu'ils connaissent le mieux, c'est le Québec. Et souvent, c'est quelque chose qui est revenu comme étant cette différence qui est ressentie en jeune âge. C'est sûr que quand on est issu des minorités, c'est quelque chose qu'on va ressentir, là, que je ne veux pas. Mais pour ces participantes, c'est quelque chose qui a été exprimé. Comme Aïcha le rappelle, du plus loin que je me rappelle, depuis que je suis petite, je me rappelle que les gens, nous, en parlant des musulmans, nous aiment pas puis que je dois marcher sur des œufs, que les gens, il faut que tu contrôles ce que tu dis parce que les gens peuvent te juger, les gens, ça peut se retourner contre toi et je trouve que c'est pas normal. Euh, il y a le, et cette citation, je l'appellerais plus le paradoxe du professeur du secondaire. Euh, Simplement parce que, bon, la loi 21 a visé des, euh, comment dirais-je, les personnes en figure d'autorité à ne pas porter de signes religieux. Mais j'irais 4 à 5 participantes m'ont raconté une histoire en lien avec des fameux profs du secondaire. Et donc, Thésiri le dit ici, au secondaire, j'avais une prof d'histoire. Elle avait des opinions comme vraiment très claires, je m'excuse des comme, vraiment très claires sur donc la loi 21 et donc le port du voile. Techniquement, elle ne pourrait pas avoir ce genre de discussion en classe et justement le fait d'influencer donc ses élèves et le fait qu'une femme voilée influencerait comme ses élèves alors qu'elle faisait la même chose en disant pour qui elle allait voter, alors que ce sont des choses que normalement elle ne devrait pas aborder. Également, elle rapporte par la suite, elle dit, je ne sais pas pourquoi, mais les pires profs pour la question de l'islam, c'est les profs d'éthique, culture et religieuse. Et c'est ceux qui sont supposés être le plus cultivés sur la question. Euh, je, le deuxième sous-thème de cette, ben, le premier sous-thème, excusez-moi, c'est l'histoire du Québec avec la religion. Et je ne l'ai pas dit précédemment, mais peut-être que j'aurais pu le dire précédemment. Il y a quand même beaucoup de bienveillance à travers la société majoritaire, dans le sens qu'on essaye quand même de nuancer. On essaye également de se dire, est-ce que c'est par rapport à nous? Est-ce que c'est nous qui avons ce regard-là sur nous en lien avec le voile? Donc, est-ce que je suis surconsciente? Est-ce que non? Et il y a également cette contextualisation que Yasmine nous parle, notamment avec l'histoire du Québec, avec la religion. Puis j'ai l'impression que ce qui me rend différente des autres n'est pas vu comme une richesse versus comme le reste du Canada. Mais à la fois, je me contextualise l'histoire du Québec par en fait le trauma collectif de tous les Québécois. Il y a cette ère un peu de supériorité. Moi, ça fait en sorte que je sens comme une certaine pression de me conformer, pression de mettre ce vernis-là sur ce qui me rend différente. Encore une fois, dans tout ce qui est différence ressentie en jeune âge, mais je pense que c'est important de le souligner au moins à une seule reprise, euh, l'impact de la décolonisation algérienne, simplement parce que je crois que les traumas intergénérationnels sont encore présents après quelques, je ne me rappelle plus après combien de générations ça s'en va, mais et donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces femmes qui sont nées, qui ont grandi au Québec, qui sont d'origine algérienne, il y a quelque chose de l'aspect décolonisation qui est en tête.
Et Yasmine ici le décrit quand même très bien. Veut pas, on l'a pas vécu personnellement. Ça reste dans notre cerveau, engrené dans notre cerveau, puis ça sera toujours là. Puis, j'en parle parce que je pense que c'est important de mettre en perspective aussi le fait d'être une femme musulmane mettons, dans une province qui va venir mettre une loi qui va faire en sorte de nous demander d'enlever un signe religieux pour qui la personne, c'est très cher. Et donc, Tiziri, ici, le décrit quand même bien aussi par rapport à la laïcité française, par rapport au traitement des musulmans en France en général. Puis on sait que la France, avec beaucoup ce qui se passe au Québec, ce qu'elle voulait dire, c'est que la France et le Québec, il y a certains, veut pas, il y a comme un écho. Par exemple, le hayik, en fait, elle le dit là, donc, se comporte à Alger qui couvre complètement la femme et c'est quelque chose qui est peu porté actuellement, mais qui l'était beaucoup plus quand l'Algérie était colonisée par la France. Ça a frustré tellement le colonisateur que jusqu'à maintenant, ça a des séquelles qu'on veut retirer le voile à tout prix. Donc, il y a quelque chose aussi de réactionnel par rapport à ça. Et je pense que c'est bien de le garder en tête. Voici un autre autoportrait. Pour le processus identitaire, c'est un thème principal. Vous rappelez un peu le fameux prisme. Je pense que comme tout le monde, on est des mosaïques pour le processus identitaire. Puis si on prend particulièrement mes participantes, il y a des sous-thèmes qui revenaient quand même souvent. Bon, être femme, je vous dirais, c'est toujours la chose qui était la première qui était dite. Mais rapidement, c'était être femme musulmane ou être une musulmane. Donc, c'est ça qui était beaucoup plus présent que d'ailleurs toutes les autres identités. Euh, et je trouve que Aïcha a bien nommé que la question de l'identité, c'est que j'ai l'impression que ça fluctue et ça fluctue dans le temps. Et je trouve ça assez fascinant parce que chez mes jeunes participantes, je le vois, quand elles me parlaient, il y avait un peu de tout, puis c'était moins, ça s'en allait, il y avait beaucoup de fluctuations. Même elle, au début, de poser la question, c'était difficile de répondre tout de suite alors que les plus âgés, si je peux me permettre, étaient quand même beaucoup plus assurés dans ce qu'elle amenait. Et donc, être femme musulmane, la famille, c'est d'ailleurs représenté ici par Sarah. Donc, elle, en fait, quand je lui ai demandé qui était Sarah, une fille d'immigrant, je dirais. Mes parents sont les personnes les plus importantes dans ma vie. Pour revenir ici, l'aspect Algérie aussi est une identité assez importante. La relation avec l'Algérie est assez compliquée aussi pour certaines. Il y en a qui c'est très clair qu'elles sont d'origine algérienne. Il y en a d'autres où il y a certaines facettes de la culture qu'elles aiment moins, qu'elles préfèrent moins. Il y en a d'autres que oui. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et finalement, le désir d'appartenance qui est propre en fait quand on est plus jeune ou quand on est jeune en général, on a quand même besoin d'appartenir à un groupe. Donc, voici le prochain thème, donc le sentiment de ne pas être respecté en tant que musulmane. Et c'est quelque chose j'aimerais le débuter par la citation de Malika. Euh, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai comme les deux parties. Donc, quand elle en parle quand elle commence un stage en enseignement. C'est ça qui est drôle, c'est que j'ai comme deux parties, les deux revers de la médaille. J'ai des gens qui sont étonnés de me voir et j'ai des élèves super contents de me voir. Parce que là, ils voient que je porte le voile. Aussi, ils sont très contents de voir quelqu'un qui leur ressemble. Et ça, je vous dirais que c'est quelque chose ce sous-thème-là, c'était assez unanime, en fait. C'est unanime. Donc, il y a une tolérance par l'individu, mais pas par le système. Donc, pour, euh, pour les participantes, je vous dirais, elles ont l'impression que leurs croyances ne sont pas acceptées, en fait, au plan individuel, au plan de leur entourage, c'est accepté.
mais le système leur envoie une autre réponse, une autre opinion. Et donc, si je reprends ce que Malika dit ici, en premier lieu, je trouve que mes non-croyances seraient plus acceptées que mes croyances. Donc, je sens qu'on est dans une société où on essaie vraiment de tout ce qui a un rapport avec le spirituel, on le met de côté. Donc là, s'il y a des choses que je ne veux pas croire, ben là, je suis acceptée. Donc, ça serait peut-être plus accepté ici dans une société qui se dirige plus vers l'athéisme qu'autre chose. Mes croyances, en parlant de est-ce que je trouve que mes croyances sont acceptées? Non, pas du tout. Euh, je trouve que non. Je précise pour le Québec. Donc, en parlant du Québec en tant que tel. Par la suite, et là, on voit vraiment l'aspect réactionnel dans ce que Sarah décrit. L'année passée, il n'est pas allé, c'est-à-dire à la commémoration pour la mosquée de Québec. L'année passée, le gars, il n'est pas allé parce qu'il s'en fout. À quel point tu t'en fous de nous, à quel point tu nous hais. C'est un truc de fou. C'est de la haine pure et simple. Et je veux dire, parler de Legault, c'est quand même parler du gouvernement également, parce qu'il a quand même beaucoup de pouvoir par rapport aux lois qui va être mises en place. Sarah continue, je ne suis pas voilée, mais c'est quelque chose auquel je pense, que je me dis qu'éventuellement je ferai. Donc oui, une crainte par rapport à ça. Et donc, ça m'amène à vous parler du deuxième sous-thème, qui est dans le parapluie du sentiment de ne pas être respectée en tant que musulmane. Donc, les participantes, pour elles, c'est très clair qu'elles sont respectées dans leur entourage, dans leur vie au quotidien, pas dans le système en tant que tel. Mais malgré tout, il y a quand même des difficultés individuelles à vivre ses choix, à vivre sa religion telle qu'elle la voudrait. Donc, Sarah ne porte pas de signe religieux. Euh, Par contre, c'est quelque chose qu'elle aimerait faire. C'est pas la première qui, je pense qu'on est au moins dans. Il y en a trois qui m'ont dit clairement dans leurs entrevues qu'elle ne le portait pas parce qu'elle ne pouvait pas, parce que ça aurait peut-être mis des bâtons dans leur roue. Puis c'était pas des personnes qui voulaient devenir enseignantes. Donc voilà. Finalement, oui, Sharifa. Sharifa qui, elle, dit pour la prière, donc pour ceux ou celles qui ne le savent pas, prier, c'est quelque chose qui est au quotidien pour les musulmans. Donc, justement, faire 5 fois sa prière à tous les jours, c'est quelque chose qui est important à faire. Et donc, elle n'a jamais osé demander si je pourrais prier quelque part, comme là où je suis. Il y a tellement de salles disponibles, mais parce que je sors, que ça va faire parler, que ça pourrait être mal vu. Donc, euh, c'est sûr aussi qu'il y a tout cet aspect-là qui, on ne veut pas non plus que ça soit mal vu, mais aussi on ne veut pas que ça soit mal vu parce qu'après, ça revient un peu à la perception du monde extérieur. Euh, Puis on l'a vu aussi dans les médias dernièrement. Euh, la femme musulmane, il faut qu'elle fasse, ce qui a été véhiculé par les partisans, il faut qu'elle fasse attention parce qu'elle symbolise pas mal de choses. Et donc, et c'est pour ça aussi qu'elles se sont aussi surconscientes, c'est qu'elle représente beaucoup de choses et plusieurs choses sont sur ses épaules. Et donc, elle n'a pas envie de porter préjudice à sa communauté. Donc, les réactions émotives. Donc, j'ose imaginer quand même que vous avez pu vivre un petit peu certaines émotions. Encore une fois, c'est une étude qualitative, donc je ne peux pas parler de l'impact direct ou de l'impact psychologique, mais il y a plusieurs réactions émotives. Et donc, on parle de la colère, la frustration, la peur, l'incompréhension, l'inconfort. Euh, Comme Aïcha le décrit ici, comment dirais-je, j'ai comme une tension. Je me sens en colère, je trouve. Il y a beaucoup d'injustice, puis c'est beaucoup d'injustice. Pour Sarah, le terme c'est frustrant. C'est frustrant, insultant. Ici, c'est l'incompréhension qui est véhiculée par Amina. Je ne sais pas, j'ai aucune raison à vous donner. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Je ne sais vraiment pas. Donc là, je vais quand même arrêter ici, mais il y a beaucoup d'incompréhension. La peur, en fait, puis je pense que c'est important de le souligner,
La peur, c'était notamment, j'ai une des participantes qui m'a dit qu'il fait toujours attention quand elle est dans les métros, de peur d'être poussée parce que ça arrivait à sa mère qui portait un signe religieux. Euh, Peur aussi au sens large, c'est-à-dire par rapport au futur. Ça m'amène à mon avant-dernier thème, qui est en fait le sentiment de détachement face au Québec. Euh, Farida le décrit ici, comme la loi 21, on va se le dire, ça affecte comme 90% des femmes musulmanes. C'est comme c'est une loi contre les femmes musulmanes, puis ça me fait sentir que je ne suis pas chez moi. Oui, oui, et que j'ai pas ma place et que je suis invisible. Et là, je pense que cette citation veut tout dire et vous pouvez également la relayer aux réactions émotives aussi avant ça. Euh, donc, c'est de savoir où est la place de la femme musulmane. J'ai trois sous-thèmes dans ce thème. La méfiance, le fait de ne pas s'identifier comme québécoise et l'espoir de quitter. Pour commencer, la méfiance, Farida continue. J'ai comme aucune confiance envers les institutions de l'État, y compris le système de santé. Euh, et donc, c'est quand même, je ne sais pas comment vous percevez, mais je trouve ça d'une tristesse pour des personnes qui sont nées, ils ont grandi ici, qui connaissent en fait que le Québec, qui n'ont aucune confiance en fait. Et ça a été décrit par Farida, mais ça a été décrit également par d'autres participants. Le fait de ne pas s'identifier au Québec. Je suis canadienne, mais je ne suis pas nécessairement toujours fière de l'être. Et je ne suis pas vraiment attachée à ma culture québécoise. Et ça, je vous dirais que si on revenait un peu, puis j'avais plus de temps pour vous expliquer au niveau du processus identitaire, le thème, l'aspect plus identité québécoise et montréalaise, les, euh, les participants tendaient souvent à se décrire directement comme montréalaises et non québécoises et non canadiennes. Donc, on dirait que c'était comme le sweet spot, en guillemets, là. Je m'excuse de l'anglicisme, mais pour elles, c'était un peu, c'était ça vers quoi qui était le plus, ils étaient avec le plus à l'aise. Euh, Par contre, j'ai Malika qui me dit, euh, moi, en fait, j'ai arrêté de dire que je n'étais pas québécoise parce que j'ai l'impression que elle avait l'impression que de ne pas dire qu'elle est québécoise, c'est de donner raison aux personnes qui tentent de mettre la femme musulmane de côté. Donc, il y avait aussi cette réappropriation que je trouvais intéressante, mais c'est sûr que quand je posais mes questions d'identité, euh, il y avait, c'était rare qu'on me disait d'emblée qu'il y avait une identité québécoise. Euh, et ensuite de ça, ben, soit on fluctuait entre les deux, un peu comme Tizeli, ou on le disait juste pas. Donc, voilà. Et finalement, l'espoir de quitter. Et là, je parle vraiment l'espoir de quitter le Québec. Euh, donc, Sarah l'évoque très bien. Vivre ailleurs, c'est jamais au contraire. Quand des gens disaient qu'ils voulaient vivre ailleurs, on dirait que je n'arrivais pas à me l'imaginer. On dirait que vu que je suis née ici, c'est tout ce que j'ai connu. Ça ne m'est jamais passé par l'esprit, mais de plus en plus, j'y pense. Et c'est drôle parce que vous avez vu, j'ai rencontré mes participantes en début 2024 et cet article a vu le jour au devoir. Il a paru en juin 2024 et en fait, c'est basé sur Nadia Hassan, professeur Nadia Hassan, qui avait fait une étude, sondage, qui décrivait en fait que les trois quarts des musulmans voudraient quitter le Québec. Bon, il y a quelque chose en moi qui me dit, ben, au moins ce que j'ai avec les entrevues que j'ai pu avoir sont pas très loin de peut-être une généralisation en quelque part, sans vouloir dire que mon étude qualitative peut être généralisée, mais il y a quelque chose qui résonnait quand même. Par la suite, puis ça, je vais aller très rapidement pour les prochaines diapos. C'était simplement parce que, pour revenir à mon clin d'œil du début, c'est des femmes musulmanes
Et je pense que c'est aussi très important de souligner que je n'avais aucune question en lien avec la Palestine dans mon entrevue semi-structurée, mais de façon spontanée. Euh, j'ai eu des commentaires et des, comment dirais-je, on s'est beaucoup confié par rapport à cette situation qui n'ajoute pas non plus, au contraire, ne fait qu'empirer en fait tous les thèmes en fait que j'ai pu vous décrire, je pense, euh, ont fortement été dépeints, en fait, ont fortement eu un impact par rapport à ça, à ce qui se passe en Palestine. Rapidement, donc, comment la jeune femme musulmane s'adapte à travers mes participants. On a parlé du vernis, mais en fait, Yasmine a parlé du vernis tantôt, mais c'est quelque chose qui était aussi revenu. Donc, de par ce que je disais tantôt, la femme musulmane pense, puis je dis la femme musulmane pense, mais j'essaie simplement de vous décrire en une phrase ce que les participantes ont pu véhiculer. C'est comme une ambassadrice de l'islam. Donc, vous pouvez comprendre que elle en a énormément sur les épaules, donc il faut absolument qu'elle performe et donc il faut absolument qu'elle performe dans tous les aspects de sa vie et qu'elle soit la meilleure, la meilleure personne qu'elle est. Après, on pourrait dire que c'est aussi les femmes, certes, mais une femme musulmane, ça rajoute une autre coche, puis surtout avec un hijab. Donc, il y a tout cet aspect de mettre un vernis, un masque, donc essayer de passer sous le radar pour qu'il n'y ait pas de problème, il n'y a pas de vague. Les mécanismes de compensation, je vous amènerai simplement à regarder autour de vous les femmes musulmanes, elles ont quel type de job et vous allez trouver qu'il y a quand même beaucoup de femmes musulmanes qui sont à des jobs assez d'envergure assez haut. Elles avaient tout un rêve d'avoir un impact dans la société, de faire une différence. Il y a également un sentiment de responsabilité que je décrivais. La famille, pour elles, c'est très, très important. Puis c'est également une façon où elle essayait un moyen de coping. La religion et l'humour. Je trouvais qu'elles utilisaient énormément l'humour pour détendre l'atmosphère. La méthode artistique, rapidement, c'est une méthode, en fait, le collage, c'est parfait pour les personnes qui se sentent pas à l'aise à prendre un crayon et un papier. Je pense également que c'était un médium qui était très intéressant, l'autoportrait. Ça n'avait pas besoin d'avoir une face puis un autoportrait situé, comme on se le dit, mais c'était un élément qu'on pouvait utiliser parce que de cette façon-là, les participantes avaient l'occasion de mettre, c'est un outil projectif, donc de projeter un peu tout ce qu'elles vivaient, puis ensuite, on pouvait parler d'elles sans elles. Vous voyez un petit peu, donc on avait accès à pas mal de choses, puis même que j'irais jusqu'à, on avait accès à certains éléments dont les femmes elles-mêmes n'en avaient pas conscience. Bon, les visées, dans la suite des choses, ça serait ben, de voir un peu s'il y a une présence de troubles psychiatriques. J'ai pas eu visiblement, c'était toutes des personnes de première ligne, mais je pense que ça serait intéressant. Également, je crois que le dispositif de méthode artistique, l'autoportrait situé avec l'entrevue semi-structurée, je crois que c'est un dispositif qui est triple parce qu'on peut l'utiliser comme recherche. En clinique aussi, c'est quand même assez intéressant. Puis, comme je le disais tantôt, c'est de transmission de paroles portées. Donc, on parle d'elle alors qu'il n'y a pas quelque chose de confrontant. Et finalement, je dirais ce que les participantes ont souvent dit, mais à travers Sharifa, parce que c'est quelque chose que je vis depuis longtemps. Puis j'ai toujours voulu en parler, mais j'ai jamais trouvé comment en parler. Et finalement, je vais vous laisser sur Melika. On dirait, d'après ces gens-là qui parlent en notre nom, on ne peut pas être féministe. Une femme féministe, elle aimerait que la femme prenne des décisions. Moi, une de mes décisions, c'est de porter le voile. C'est ma décision, ça en revient à moi. Et donc, voilà. Je m'excuse, hein, c'est ouf. J'ai 7 minutes, donc je vous écoute si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Oui, oui, ben en fait,
Je j'ai pas eu la chance de le lire, mais c'est sûr aussi que c'est confrontant pour on s'entend que la relation avec la religion au Québec, c'est pas la même. C'est pas la même que certains pays, que certains nouveaux arrivants. Donc, c'est ça aussi que le clash. Le clash aussi des générations aussi. Je sais qu'il y a certaines générations qui se retrouvent un petit peu plus, ça, ça, ça confronte un petit peu plus. Euh, oui, effectivement. Par contre, j'ai l'impression que dans tout ça, moi, en fait, la seule chose que je dirais, on peut-tu parler à ces femmes-là? Sont-tu si je parle des personnes ici. Puis même, en fait, je serais même portée à dire, on peut-tu donner la perception des femmes là-bas? Parce qu'en fait, on n'a jamais la parole portée des femmes. On parle pour les femmes, mais on ne va jamais leur demander, by the way, j'imagine que c'est assez courant en affaires. Est-ce que tu aimes ça ou tu n'aimes pas? Tu sais, ça peut être ça, mais je pense que c'est d'une part ou d'une autre. Tu sais. Puis je pense aussi que au-delà de, au-delà de nos différences, c'est toujours façon de s'entendre. Puis moi, c'est comme ça que je veux dire, je suis née, j'ai grandi ici. Puis là, la loi 21, c'était un peu comme, ben là, c'est pas ce qu'on connaît ici. D'habitude, on n'est pas de même. Fait que je suis tout à fait d'accord que la polarisation va juste continuer, j'ai l'impression, surtout avec les voisins du bas. Et donc, je pense qu'il y a certains aussi points épineux qu'on touche particulièrement. Je pense que c'est pas pour rien que la femme musulmane, c'est une femme. Donc, c'est beaucoup plus facile à stigmatiser que, mettons, un homme, même un homme musulman. Donc, je pense que tout simplement leur demander, ça te tente de le porter ou pas? Peut-être que je l'ai dit un petit peu trop à la bonne franquette, mais je pense qu'à la fin de la journée, c'est pas mal ça. Tout à fait, tout à fait. Puis je crois que il y a tout l'aspect aussi, puis je pense que mes participantes l'ont souvent dit, c'est qu'il y a tout l'aspect aussi d'être très surconsciente de ce qu'on porte, de ce qu'on. Fait qu'il y a quelque chose qui, j'ai pas été en mesure de bien piner un peu c'était quoi le phénomène, mais que ce soit dans la personne qui regarde ou la personne qui est regardée, il y a quelque chose qui se passe. Puis, je suis pas allée là-dedans aujourd'hui, mais il y a aussi une question de plus on te rejette, est-ce que tu vas Mhm, réagir à ça? Et donc, tu vas peut-être mhm, faire en sorte de plus te montrer mhm, et vice-versa, tu sais. Parce que mhm, mes participants sont quand même très, tu sais, ils aiment pas faire de vagues et tout ça, là. Fait que c'était déjà, quoi que si on les entend, ils aimeraient faire des vagues, mais on les entend pas. Fait que ça règle le problème. Mais merci, Pascal. Le deuil à travers l'enfant ou à travers l'immigrant de première génération? Parce que je pense que c'est deux deuils qui sont différents. C'est en fait c'est le processus identitaire d'une personne de deuxième génération, c'est complexe. Parce qu'il y a le papa, il y a la maman, puis là, il y a le pays d'origine, puis il y a nous. Donc, c'est assez complexe, puis c'est aussi de savoir, il y a des études qui avaient démontré, dont Giuliani, que l'aspect, je dirais, pour les populations musulmanes vers laquelle, disons, l'identité qui revenait, puis c'est d'ailleurs ce que mes participantes ont pu représenter, c'est vraiment, c'est l'identité musulmane qui était un petit peu plus universelle. Donc, au lieu de dire, ah, moi, je suis d'origine algérienne, rien à faire. Donc, souvent, c'était quelque chose qui était plus rassembleur. Puis en même temps, c'est un peu dans la nature des choses de vouloir appartenir à quelque chose, surtout à un certain âge. Après, je pense que ça fluctue. Euh, mais pour la question de pour aller où, je te dirais que moi, en tout cas, je parle des participants qui m'ont dit, mais c'est Dubaï qui revenait souvent. C'est Dubaï. Et pourquoi, je vais te le dire, Dubaï représente aussi cette parfait, aux yeux je pense, au niveau mondial, cette place où on peut vivre notre religion comme on le souhaite, mais sans enlever un peu du confort occidental.
Donc, pour eux, c'est ça, là. C'est ça qui revenait. Mais, veut pas, ça restait de l'ordre du rêve. Parce que rapidement, dans la même phrase, souvent dans la même réponse, on me disait, ben, mais je suis pas née ici parce que j'ai mes parents ici. Donc, il y avait comme quelque chose de l'ordre de l'impuissance. Mais sinon, pour l'étudiante en enseignement, eux, ils ont juste décidé d'aller en Ontario parce que sinon, elle pouvait pas travailler ici comme elle le voulait. Donc voilà. Mais je savais, ça te prouve à quel point elles sont pas bien. C'est ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est pour ça que j'avais mis en garde. J'avais mis en garde quand même, hein. J'avais mis en garde que c'est une présentation qui n'allait pas, qui allait être confrontante. Puis, c'est c'est des participants d'origine algérienne, donc elles vont pas passer par quatre chemins. Vraiment, merci beaucoup. Puis, je vous souhaite un très beau mardi. Soyez prudents.